Bonjour à tous, nous sommes maintenant en ligne pour cette webconférence de présentation du master spécialisé génie civil des grands ouvrages pour l'énergie. Xavier Dubois en tant que directeur du master spécialisé. Je serai accompagné de deux anciens élèves aujourd'hui, Karen et Simon, qui pourront vous faire profiter de leur témoignage sur ce master spécialisé. Le master spécialisé génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, c'est un master spécialisé. Attendez, on a un petit problème de son. Un master sur lequel vous êtes déjà sans doute un peu renseigné. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours le lien là à l'écran sur le lien vers le site du master spécialisé. Donc master spécialisé en cohabilité par deux grandes écoles d'ingénieurs de la région parisienne, l'école des ponts ParisTech et Centrale Supélec. En plus, nous avons 5 entreprises partenaires. 5 industriels, donc EDF, Aegis Industries, Eiffage Génie Civil, CETEC et Tractebel NJ, des entreprises qui sont partenaires et qui contribuent fortement aux enseignements. Après le petit programme qu'on vous a concocté pour cette webconférence, donc on va rebalayer très rapidement le programme détaillé ensemble pour que vous ayez une petite idée. On profitera surtout de cette webconférence pour donner la parole à Simon et Karen et qui vous fassent part de leur parcours. Et on reviendra sur quelques informations pratiques sur la suite et enfin des questions, des réponses que vous pouvez poser à travers le chat et que Gaël Perrard nous retranscrit. Donc je vous propose de commencer tout de suite par la revue du programme détaillé. C'est un programme qui est un master spécialisé qui est professionnalisant. Donc notre volonté, c'est pas de faire de nos étudiants des scientifiques ou de la recherche, hein. C'est vraiment un master spécialisé qui va vous orienter vers une carrière en entreprise. Ce qu'on cherche, c'est avoir un bon équilibre. On a forcément des chercheurs, des enseignants dont le métier est l'enseignement et la recherche, mais on a, je pense, à peu près les 3/4 des cours qui sont donnés par des personnes qui travaillent en entreprise, et notamment d'EDF, d'Aegis, d'Eiffage, de CETEC et de Tractebel. Alors le programme, on va le rebalayer. Beaucoup de cours, hein, c'est assez dense, environ 500 heures. Donc ça vous occupe pendant à peu près 2 semestres, on va dire de septembre à peu près début mai. Assez intense, hein, vous avez cours tous les jours, matin et après-midi la plupart du temps. On a fait quelques évolutions de programme par rapport à l'an dernier. Il y a des modules qu'on a supprimés. On avait un module d'énergie renouvelable qui n'était pas très adapté au génie civil. On a réinjecté la partie énergie renouvelable dans le module structure offshore. On a supprimé un module qui s'appelait maintenance, qu'on a aussi réinjecté dans barrage, centrale nucléaire et structure offshore. Ça, c'est le retour de vos prédécesseurs, si je puis dire, des étudiants qui nous ont fait ce retour, et on essaie toujours d'adapter le programme à la fois aux problématiques de ce métier et aussi en fonction des retours que les étudiants nous remontent. Donc, toujours très dense, les cours supprimés ont été remplacés par des rallongements de séances sur les barrages, sur les méthodes et les procédés généraux de construction. Et après ces 2 semestres de cours, vous allez faire un stage, une thèse professionnelle, donc un stage en entreprise de 4 à 6 mois. Alors, on essaie aussi de vous emmener sur le terrain autant que possible. Alors là, vous avez 2 photos des visites de nos étudiants de l'an dernier. Le barrage de Bimont, près d'Aix-en-Provence, qui a des problèmes de vieillissement de pathologie de béton. Et puis le barrage du Roucher de Chartrain, ça c'était pendant la journée du comité français des grands barrages. Donc on vous emmène quand il y a aussi des opportunités, et puis on fait un voyage d'études, dans tous les cas à peu près pendant une semaine à la fin de la scolarité. La thèse professionnelle, on y revient. Ce qu'on souhaite, c'est que la thèse professionnelle, ce soit un stage en entreprise, mais que ce soit un petit peu plus que ce que vous avez pu peut-être faire durant votre scolarité, que ce soit en stage, on va dire, niveau L3 ou M1, et même au-delà de ce que vous avez pu faire en stage de Master 2 ou de projet de fin d'études. Donc vous allez faire une année d'enseignement approfondi en plus. Donc ce qu'on attend de vous, c'est quelque chose qui est vraiment une valeur ajoutée supérieure. Donc on va vous demander de creuser vraiment une thématique. Ça peut se dérouler sur chantier, ça peut se dérouler en bureau d'études calcul, ça peut se dérouler en bureau d'études méthode.
Voilà, vous avez des illustrations de ce qui ont pu être traité. Ça traite pas toujours d'ouvrages énergétiques. Il y a des gens qui ont travaillé sur des immeubles de grande hauteur, mais je dirais que 80-90% de nos tests professionnels sont vraiment liés aux problématiques des ouvrages qu'on traite dans le master spécialisé. Les débouchés, alors, honnêtement, c'est un master qui marche très bien au niveau de l'employabilité. Il est très demandé par nos entreprises, en particulier par nos entreprises partenaires. 86% des étudiants débouchent avec un CDI. Et là, on vient d'avoir la promo, donc on n'a pas intégré ces statistiques-là, mais on avait une promotion. Ils avaient tous trouvé un emploi en CDI avant la fin de la scolarité, avant la remise de leur diplôme. Ça aide un petit peu à se réorienter, je dirais 50%, en tout cas à se spécialiser un peu plus. Et puis les chiffres, vous voyez le taux d'insertion, très rapidement vous allez trouver un emploi sur le marché du travail. La table ronde, alors je pense que c'est surtout la très grande valeur ajoutée de cette webconférence, c'est aussi de vous laisser l'opportunité d'échanger avec des anciens. Donc on a sélectionné 2 anciens aujourd'hui. La première c'est Karen Mareto, à qui je vais passer la parole maintenant. Je vais la laisser se présenter un petit peu à vous, après on passera la parole à Simon. Elle va vous expliquer un petit peu son parcours, pourquoi elle a fait ce master spécialisé. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez via le chat poser des questions. On y répondra dans la phase de questions-réponses à la fin. En tout cas, on en garde trace. Karen, je te passe le micro. Merci Xavier, je m'appelle Karen. Je vous raconte un petit peu mon parcours. J'ai fait initialement une formation de génie civil 2 ans classique, des 5 ans, dont 1 an à l'ESTP en France. Et c'est là où j'ai connu un peu l'environnement de l'ingénierie française et qui m'a beaucoup motivée. À la fin de mes études de 5 ans, j'ai eu envie d'orienter mon parcours vers l'étude des structures complexes et disons sur des grands projets. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de trouver ce master. Et je me suis candidatée et j'étais heureusement admise. Et pendant ces 1 an de master, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais familiarisée avec l'environnement de l'énergie, notamment. Et surtout le nucléaire, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment avant parce qu'au Brésil, on n'a pas énormément de centrales. Et en France, c'est vrai que la plupart de l'électricité est produite par le nucléaire. Et au niveau de projet, c'est vraiment très intéressant. Et pendant les masters, on a eu l'occasion de, comme Xavier a notamment expliqué, la plupart des enseignants, ils viennent du milieu professionnel. Donc c'était une grande occasion de voir comment la théorie est appliquée dans la pratique et aussi de constituer un réseau parce que comme la plupart des enseignants viennent justement des entreprises et qui sont sponsors de master et qui sont des acteurs majeurs dans le secteur de l'industrie française, c'était l'occasion de constituer un réseau pas négligeable. Ouais, c'était vraiment très utile. Ce qui m'a vraiment aidé, qui était, disons, crucial pour la suite post-master, pour retrouver un emploi et pouvoir, comment dire, accomplir l'objectif initial avant l'entrée dans le master. Donc, suite au master, je passais 1 mois, disons, à chercher l'emploi après ma thèse professionnelle. Et 1 mois après, j'étais déjà en début d'émission. J'ai travaillé 1 an en bureau d'études spécialisé sur la dynamique des structures, orienté vers le secteur du nucléaire, justement. J'ai eu l'occasion de travailler avec Xavier pendant 2 ans au sein de Kinen, la partie d'EDF chargée de la conception de nouveaux des EPR, donc les modèles plus récents des centrales nucléaires. Et maintenant, je suis en poste chez Tractable Engineering. Je travaille notamment sur le projet Hinkley Point C, qui est en train d'être construit en Angleterre. Nous, on cherche souvent d'ingénieurs pour pouvoir
travaillent avec nous sur ces projets. Et c'est vrai que c'est très compliqué de trouver des ingénieurs qui ont l'expérience dans le nucléaire ou soit des compétences liées au domaine. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui vient de master, c'est vraiment un différentiel. Et je recommanderais, fortement ces cursus parce que ça m'a orienté beaucoup professionnellement sur mon parcours. Je reprends un peu le micro, donc vous aurez l'occasion de reposer des questions à Karen, hein. Donc comme vous voyez, c'est un master qui débouche vers les entreprises de ce secteur et qui est reconnu par ces entreprises de ce secteur. On va peut-être passer la parole à Simon. Alors Simon, on essaye une nouveauté cette année. Simon, il va nous parler depuis Toulouse. Donc il est connecté en ligne. On va passer la caméra sur Simon. Je laisse Gaël gérer la technique. Voilà, on voit, ça y est, super Simon, on te voit. En théorie, ça marche. Ok, nickel. Bonjour à tous. Donc, alors moi, je vais commencer par me présenter, notamment par rapport à ma formation. Donc, comme Karen, moi, j'ai fait le STP, mais là, j'ai fait les 3 ans à l'ESTP, j'étais admis en ingénieur. J'ai fait mon travaux publics et en option de 3e année, j'avais fait génie civil nucléaire. Donc déjà, j'avais déjà commencé à faire un peu disons, toucher à des ouvrages, tout ce qui est énergie. J'avais fait mon stage chez FH Travaux Publics, donc moi, FH Génie Civil, pour tout ce qui est dans un établissement qui traite du génie civil nucléaire. J'avais travaillé en stage de fin d'études ingénieur, j'avais travaillé sur du parasismique pour Fessenheim. À la suite de ce stage, c'est FH qui m'a proposé de faire le master spécialisé. Donc moi j'étais dans la promo avec Karen en 2012-2013. À la suite de ce stage, à la suite de cette formation, pardon, j'ai fait un stage donc chez FH Génie Civil nucléaire une fois de plus, mais c'était plus au bureau des méthodes pour travailler sur tout ce qui est renforcement de l'étanchéité des bâtiments réacteurs. C'était en parallèle du projet Vercor. Bon, je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous connaissez un peu, mais c'était une maquette à l'échelle des réacteurs, des bâtiments réacteurs d'EDF, et on avait le chantier en cours, donc on regardait en parallèle les problématiques de renforcement d'étanchéité. À la suite de mon stage, moi j'ai décidé de faire de la structure, parce que j'avais envie, pour débuter ma carrière, de faire du bureau d'études structure pour avoir, on va dire, un bagage technique solide. Donc j'ai pas fait d'ouvrage énergétique en tant que tel, j'ai fait de l'ouvrage d'art, j'ai fait les études d'exécution d'échangeurs d'Ivry, qui est à Paris, hein, donc c'est plus du génie civil classique. J'ai fait aussi tout ce qui est bâtiment industriel, station d'épuration, bassin de traitement d'eau, etc. Et à partir de 2016, j'ai travaillé sur, là j'y suis toujours, je travaille sur Ariane 6. Donc avec FH Génie Civil, on a décroché la construction de l'ensemble de lancement d'Ariane 6, donc qui est basé en Guyane. Ça correspond, c'est un projet dans les 250 millions environ, qui concerne donc une partie des installations nécessaires pour la nouvelle fusée Ariane 6, qui viendra concurrencer les Américains. Donc moi je suis adjoint au directeur de projet d'Ariane 6. Donc je suis basé dans une équipe de pilotage qui est située à Toulouse, à côté du client, parce que le client c'est le CNES, le Centre National des Études Spatiales. Voilà, donc ça c'est mon activité est assez variée, hein. Je fais un peu de technique, un peu de management, un peu de gestion de projet, enfin un peu de tout. C'est ça qui est intéressant. Alors je vais vous parler de la formation pour finir. Alors la formation alors je vous conseille de la faire parce que vous avez la chance d'avoir une équipe pédagogique reconnue et à la pointe. Vous aurez droit à des experts dans tous les domaines. Ce que je recommande aussi, c'est que ça traite de beaucoup de... Les champs sont variés, donc vous allez faire du barrage, vous allez faire des centrales, vous allez faire de l'offshore, et ça vous donne une bonne base en tout ce qui est génie civil, et c'est ce que disait Karen,
c'est très bien reconnu hein, comme formation. Et c'est pas forcément extrêmement pointu en technique, mais c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un échantillon un peu de tout ce qu'on peut faire, d'avoir voilà, un horizon de tous les ouvrages énergétiques. Ça, c'est ça qui est intéressant. Mais après, vous allez faire des trucs pointus sur tout ce qui est dynamique des structures, par exemple. Donc, moi, je vous le conseille parce que c'est une grosse base de connaissances. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir des experts qui vont intervenir à chacun de vos cours, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est directement lié aux entreprises. Donc après, pour trouver des stages, des emplois, c'est quand même plus facile. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'irai. Donc on peut remercier Simon hein, pour ce témoignage. Comme vous voyez, hein, vous avez des exemples de carrière, hein, pas seulement de premier poste. Hein, c'est ce qu'on voulait aussi un peu vous donner comme visibilité. Pour le processus d'admission et les infos pratiques, donc on vous donne un contact côté Centrale Supélec et Solène Touché. Vous avez ses coordonnées téléphoniques et mail. Vous n'hésitez pas à la contacter, surtout si vous avez des difficultés avec la plateforme hein, de candidature côté Centrale Supélec. Hein, n'hésitez pas à la contacter. Et puis vous avez aussi le lien info GCGOE sur le site qui là va vous aiguiller plutôt vers l'inspectrice des études et qui pourra vous donner des infos un peu plus pratico-pratiques peut-être aussi. L'admission, il faut être titulaire à minima d'un Bac plus 4 avec 3 ans d'expérience professionnelle, on va dire dans le domaine du génie civil quand même que vous soyez en mesure, ou un Bac plus 5. On cherche avant tout des ingénieurs qui ont une connaissance en génie civil ou un master 2 en génie civil. Hein. Comme on vous l'a décrit, c'est un programme plutôt de spécialisation, voire de renforcement technique. Donc c'est quand même, c'est pas un master spécialisé orienté double compétence. Hein, c'est plutôt pour des gens qui ont envie d'approfondir la technique. Ce sont des étudiants français internationaux, on va dire un tiers français, 2 tiers international. On a eu 23 nationalités déjà dans le master depuis sa création, depuis 2010-2011, donc en 6 ou 7 promos. Que vous dire de plus là-dessus je pense que ça, c'est les critères d'admission. Ensuite, pour les infos pratiques, donc la manière, c'est de candidater via la centrale Supélec, dans laquelle vous allez constituer un dossier. Il y a 3 sessions de recrutement. La première, en fait, on a déjà bouclé les dépôts de dossiers, c'était vendredi dernier. On va faire une séance d'entretien le 29 mars après cette sélection sur dossier et la réponse sera donnée assez rapidement par la suite. Donc pour ceux qui n'ont pas encore complété leur dossier, il reste 2 sessions de recrutement, une qui se clôturera avec le 20 avril et une fin mai. Sur la suite des infos pratiques, je pense qu'on a tout balayé. On va maintenant prendre les questions. Alors je prends la première question. Quels sont les débouchés? Alors je vais tenter de répondre. Hein. Globalement, on a des débouchés sont essentiellement des postes, on va dire, orientés ingénieurs d'études. Donc sur des ouvrages spécifiques, techniques. Nous, c'est ce qu'on vous recommande en début de carrière, de commencer par un poste plutôt ingénieur d'études, donc plutôt bureau, plutôt orienté calcul ou méthode de construction. Je pense que c'est à ce niveau-là que vous arriverez le plus à valoriser vos compétences au début. Mais comme vous l'avez vu, rapidement, vous pouvez aussi évoluer vers des postes plus chantiers, vers des postes plus méthode, mais sur site. On a pas mal d'anciens, notamment on les rencontre tous les ans sur le site d'ITER en réalisation, et là ils sont 4-5, donc vraiment les bottes, le casque et les pieds sur le chantier. Est-il possible de faire le master en alternance? Alors, on a un cas ou deux, c'est pas forcément ce que je recommande. Déjà, il faut trouver une alternance qui soit compatible, puisque vous allez avoir des cours toute l'année. Donc, quand on a fait de l'alternance, c'était de la professionnalisation, et il fallait faire 2 jours en cours, 3 jours à l'école, voire 3 jours à l'école, puis 2 jours
En entreprise, c'est compliqué à gérer. Ça vous fait aussi travailler sur deux promotions en même temps. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande, hein. Le cursus, il n'a pas été monté comme ça. Si vraiment c'est votre projet, il faut prendre contact et ça se prépare. Moi, je vous conseillerais vraiment de vous investir complètement 1 an et de trouver un emploi beaucoup plus vite aussi après. Alors, est-il possible de faire toutes les démarches à l'inscription depuis l'étranger? Oui. On a énormément de candidats. Karen est un très bon exemple. Le dossier, vous le constituez en ligne, donc c'est très simple. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, pour tout ce qui est entretien, on ne fait plus que des entretiens par téléphone aujourd'hui. Donc ça peut se faire depuis l'étranger sans difficulté. Comment trouver une mission professionnelle? Quel statut peut-on avoir? Moi, je peux peut-être laisser Karen répondre. Comment est-ce que tu as trouvé, toi, ton projet de fin d'études? Alors, mon projet de fin d'études, c'était un cas un peu spécial parce que j'étais sponsorisée. Mon scolarité était à moitié sponsorisée par une des entreprises partenaires, donc Aegis Industries. Donc, l'accord au départ, c'est que je développerais ma thèse professionnelle chez eux. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Au cours de l'année, j'ai reçu des propositions de sujets pour ma thèse professionnelle et on s'est mis d'accord sur un sujet. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, vous le verrez, le cas de Karen est pas isolé, hein. Il y a beaucoup d'entreprises les entreprises partenaires vont vous proposer. Côté client, enfin maintenant, je suis disons côté entreprise partenaire, donc on a des sujets de stage à proposer. Bien sûr, moi je connais Xavier, je vais lui demander s'il y a des élèves qui cherchent un stage et proposer des thèses aussi. Donc il n'y a pas trop de difficulté à trouver une thèse professionnelle. Par contre, on essaie de faire en sorte de ne pas vous donner ça tout cuit dans le bec. C'est-à-dire, vous n'allez pas arriver et on va pas vous donner une liste de sujets et puis vous allez dire, oh, ben, je vais prendre celui-là ou peut-être celui-ci. Non. Ce qu'on souhaite, c'est que la thèse professionnelle, ce soit aussi un entraînement à la recherche d'emploi. Donc, il faut préparer son CV, prendre les contacts. Il y a des offres. Honnêtement, si vous ne trouvez pas de thèse professionnelle, c'est que vous y prenez mal. Les entreprises partenaires sont très réceptives déjà, et puis même le milieu en plus généralement. Donc, le statut, c'est celui d'un stagiaire, par contre, hein, pendant la durée de cette thèse professionnelle. Alors, pour vous donner des exemples d'entreprises dans lesquelles travaillent les anciens mastériens en poste aujourd'hui. Alors, je vais citer les 5, hein. Donc je vais commencer par Tractable Engineering, j'ai un exemple, voilà, Karen. Mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans la partie barrage, ça c'est aussi très net. On a aussi des gens qui travaillent donc dans les autres bureaux d'études spécialisés partenaires, chez Aegis, sur la partie design, chez CETEC TPI. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été embauchées l'an dernier par CETEC TPI pour faire des postes plutôt calcul de structure. Dans les entreprises, on retrouve aussi des anciens du master dans les entreprises de construction, Eiffage. Vous avez vu le très bon exemple de Simon, mais il y en a aussi dans d'autres entreprises de construction, comme Vinci, comme Bouygues, comme Razel. Il y a pas mal d'anciens. Il y a des anciens qui travaillent aussi, on en a croisé dans des entreprises de contrôle, notamment à la PAV. On a un ancien qui est sur le chantier d'ITER à la PAV. Et puis on en trouve dans la maîtrise d'ouvrage, alors principalement chez EDF, que ce soit dans la partie hydraulique ou dans la partie nucléaire, sur des postes soit de chargé d'affaires, soit d'ingénieur d'études, en tout cas au début. Puisque vous l'avez vu, l'exemple de Simon est un très bon exemple, même au sein d'une même entreprise, vous pouvez évoluer vers des métiers en dehors des ouvrages énergétiques, soit les infrastructures, ou là des ouvrages industriels de lancement de navettes spatiales. Est-ce qu'il y a des bourses offertes par les entreprises partenaires? La réponse est oui. Les bourses d'entreprises partenaires passent via des fondations, que ce soit celles de leur propre entreprise comme EDF, que ce soit celles de Centrale Supélec ou des ponts, et décident, selon des critères qui leur sont propres, d'aider certains profils dans les frais de scolarité, donc ils peuvent prendre en charge
une partie des frais de scolarité. Nous, ce qu'on vous demande quand vous candidatez, c'est d'être prêt à tout payer. Donc les frais de scolarité de 15 000 euros, mais aussi il faut prévoir un budget pour votre logement, votre vie, vos dépenses au quotidien. Et il faut vraiment voir la bourse comme un plus. Sinon, en fait, ça ne marche pas. On ne peut pas vous garantir une bourse de temps parce que vous n'avez pas le budget. Il faut être prêt à le faire. Vous pouvez aussi contracter des prêts que vous rembourserez assez vite. Alors, je ne voyais pas la question du dessus. Là, il y a marqué background génie civil. Est-ce qu'il faut forcément avoir un background en génie civil? Je dirais pas nécessairement. On a eu quelques ingénieurs qui étaient plutôt diplômés en mécanique, pour qui ça s'est bien passé. On avait un étudiant il y a 1 an, 2 ans, la promo encore avant là, qui avait fait l'ENSAM, donc en mécanique. Ça s'est bien passé. Donc quand on est ingénieur mécanique, ça se passe plutôt bien. Il faut pas avoir non plus fait 5 ou 10 ans en entreprise sur de la mécanique pure ou de la gestion de projet, sinon c'est difficile. Et ensuite, je dirais qu'on a aussi des profils des fois un peu plus tournés, par exemple hydraulique ou on va dire vraiment géotechnique, géologie. On arrive aussi à intégrer. C'est des fois un petit peu plus dur, mais c'est des profils qu'on intègre. Les sujets de stage sont-ils donc donnés par les entreprises? Alors, je pense avoir répondu, ce n'est pas donné, ce n'est pas offert. Mais vous pouvez aller les chercher. Comme l'a dit Karen, les entreprises sont présentes dans les enseignements. Vous avez plein d'opportunités pour aller les contacter. Dans les écoles, vous avez des forums. Les entreprises passent, viennent présenter leurs activités. Et voilà. Le sujet en soi-même, c'est souvent posé par les entreprises. Peut-être on peut avoir le choix entre plusieurs sujets. Mais souvent, ça suit une problématique spéciale que l'entreprise veut développer, donc c'est souvent posé, disons. C'est imposé le sujet, vous allez pas arriver, enfin, si vous allez arriver avec votre projet de sujet, après il faut trouver l'entreprise qui a un besoin à peu près dans la même thématique. On l'a dit, c'est une thèse professionnelle, donc il y a les deux termes. Hein. Une thèse, c'est-à-dire même si c'est sur 4-6 mois, on veut que vous approfondissiez le sujet, et en même temps, on veut que ce soit professionnel, donc on ne veut pas quelque chose décorrélé de problématiques de projet. Est-ce qu'on peut demander des bourses se faire après la confirmation de l'admission à l'école? Oui, mais vous nous le préciserez pendant l'entretien. On a un entretien téléphonique de recrutement, donc la demande... on la considère, par principe, on considère que tous les étudiants peuvent être aidés. Et les entretiens d'admission sont-ils des entretiens techniques ou plus de motivation? Est-il possible de faire l'entretien par téléphone ou Skype? Alors, par téléphone, j'ai déjà répondu, ça va se faire par téléphone. Pourquoi pas par Skype? Parce que par Skype, en fait, c'est un peu compliqué pour gérer les appels successifs. Donc, on ne le fait pas encore, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et les entretiens sont-ils plutôt techniques ou plus de motivation? On est plutôt sur un entretien de motivation et je dirais d'adéquation projet-formation. Pourquoi vous voulez faire cette formation? Quels sont vos objectifs à travers cette formation? Pourquoi celle-là et pas une autre? Et qu'est-ce que vous voyez faire après cette formation? C'est la moyen en sortie. Alors, de l'entreprise, de corps de métier, je pense. C'est assez variable, je pense. Nous, on a juste le salaire moyen qu'on a mis, qui est de 38 kg avec les primes. Je pense que c'est réaliste puisque c'est ce que nous remontent les entreprises. Hein. Après, il y a des fluctuations, mais ça va pas. Ça va être, je pense, la fluctuation va être de 10% tant que vous restez en Europe. Hein. C'est certain qu'on a vu des étudiants qui repartaient au Chili, qui repartaient au Maroc. Les salaires là-bas sont en euros nettement plus bas. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce qui est proposé en France. Après, ça dépend du profil, ça dépend de l'entreprise. L'ambiance dans les promotions, je pense qu'elle est très mauvaise. Karen? Non, ça dépend aussi parce que chaque année, je pense qu'il y a, disons, des caractères de personnes qui sont totalement différents. Mais grosso modo, les promos sont assez petites, donc on est environ 16. Ma promo, elle avait 16 personnes. Donc on reste quand même, disons, assez proche et on a des vaches d'études, on a des occasions pour interagir. Donc.
Donc dans les promotions, moi je trouve que les ambiances sont très bonnes, hein. Les petites promotions, 15-20 à peu près, donc vous connaissez tous. Vous allez tous vous connaître aussi après, puisque vous allez tous travailler dans les mêmes domaines, vous allez vous croiser. L'ambiance elle est très bonne. Moi je trouve que en tout cas on a eu deux promotions, on insiste là-dessus. Vos camarades de classe sont votre futur réseau au sens amical comme professionnel du terme. Et les voyages d'études sont-ils encadrés? Devons-nous financer le voyage ou est-il couvert par l'école? Alors c'est une bonne question. Les voyages d'études sont encadrés, c'est-à-dire que vous allez toujours accompagné par un membre d'une des deux écoles. Et par contre, ils sont pris en charge par l'école en ce qui est du déplacement et du logement et une partie des repas, mais pas forcément tous les repas. Donc, il y a un point sur lequel il faut qu'on insiste quand même, c'est que vous avez la chance d'avoir un diplôme qui est cohabilité par les deux écoles, hein, l'école des Ponts et l'école centrale Supélec. Vous avez de la chance qu'elles soient toutes les deux en Île-de-France. Par contre, l'Île-de-France, pour ceux qui sont un peu loin, c'est grand. Il y en a une qui est l'école des Ponts qui est à Noisy-Champs, à Champs-sur-Marne, là, complètement à l'est de Paris. Et puis vous avez l'école centrale Supélec qui donc a fusionné, la fusion récente entre Centrale et Supélec, qui vient d'emménager dans des locaux flambant neufs en septembre de 2017, donc tout frais et magnifique, mais sur le plateau de Saclay, tout au sud. Donc on insiste beaucoup quand vous serez dans les phases d'installation. On vous offre des possibilités d'hébergement, que ce soit côté d'école des Ponts à la maison Meunier qui est sur le campus de l'école des Ponts ou à la maison des Mines dans le centre de Paris. Nous, on vous recommande de plutôt vous loger dans le centre de Paris à la maison des Mines parce qu'après, en termes de déplacement, c'est plus simple. Vous êtes à peu près à mi-chemin entre les deux. Statistiques en termes d'évolution professionnelle sur 5 à 10 ans, je n'ai pas de statistiques. C'est une très bonne question. Déjà, on n'a pas 10 ans d'ancienneté. C'est un master qui date de 2010-2011, la première promo, hein, donc au plus 7 ans. Après, ce qui est compliqué, c'est que on a des promotions petites, donc on n'a que 15-20. Donc quand on fait des statistiques sur des petits nombres comme ça, c'est pas évident. Et puis il faut que tout le monde réponde, et ça, c'est pas toujours évident. 5-10 ans après d'arriver à collecter tous les avis, mais on va en reparler avec l'équipe du support côté promotion de l'information pour essayer d'avoir des éléments. Alors, les structures éoliennes et notamment les fondations de celles-ci et leur dimensionnement sont-ils des sujets abordés par le master? J'ai le plaisir de répondre que oui. Donc les structures éoliennes, c'est traité à travers le cours de géotechnique avancée. Vous avez des gens qui vont venir vous en parler, notamment des gens d'EDF Énergie Nouvelle, qui vont venir vous parler de géotechnique et de fondation. Et on va aussi parler d'éolien offshore. Et là, c'est traité, il y a des cours spécifiques dans le module structure offshore. Jusqu'ici, c'était pas forcément bien abordé, et donc on a insisté cette année, il y a un cours dédié à ce sujet-là. J'ai fait le tour de toutes les questions? Non. On essaie de tout collecter. N'hésitez pas aussi à poser des questions directement à Karen ou Simon, on peut leur repasser la parole hein, si vous avez besoin de plus. Oui. Alors, la question est, les intervenants sont-ils des professionnels en activité? Si oui, quels sont leurs postes entreprises? La formation est-elle reconnue au niveau national? Alors, les intervenants sont-ils des professionnels en activité? Je dirais pour la très grande majorité. On a aussi, je vous l'avoue, des intervenants qui sont de jeunes retraités. Donc, en général, c'est qu'ils ont envie de continuer à enseigner et souvent, ils ont beaucoup de choses à partager. Le directeur académique côté École des Ponts, c'est Michel Guérinet. C'est un ancien, je prends cet exemple-là, c'est un jeune retraité, c'est un ancien d'EFAGE, mais c'était quand même le directeur scientifique d'EFAGE. Donc voilà, ça vous donne une idée. Côté Centrale Supélec, l'autre personne qui co-anime ça avec moi, qui co-dirige la formation, c'est Brice Bossan, et c'est le directeur du bureau d'études d'EFAGE.
Dans le module central nucléaire, la personne qui gère ça, c'est un manager d'équipe côté EDF. Et les intervenants sont des gens d'EDF et des entreprises. On a également des représentants de CETEC qui viennent donner le cours, qui sont des ingénieurs chefs de projet qui viennent donner le cours sur du passage du calcul au plan. Et puis après, Tractebel est impliqué, c'est le directeur de la branche hydraulique qui vient donner les cours dans le cours de barrage. Dans le cours de dynamique et structure, vous avez Alain Pecker qui vient intervenir, qui est une des références internationales. Donc vous avez, je pense, des gens qui sont à tous les niveaux, hein. Vous avez des directeurs vraiment scientifiques ou techniques des grandes entreprises. Vous avez des gens qui sont chefs de projet, qui vont avoir 35-40 ans. Et puis vous avez des fois des gens plus jeunes qui vont venir vous expliquer ce qu'ils font aussi à leur niveau avec quelques années d'expérience. Et après, est-ce qu'elle est reconnue au niveau national? Oui, je pense que là, le témoignage de Karen ou de Simon parle d'eux-mêmes. Ah. Question difficile, y a-t-il un cours sur les méthodes alternatives et innovantes d'énergie? Alors, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense que... Alors, ça dépend de ce qu'on entend par alternative et innovante d'énergie. Jusqu'ici, et je l'ai dit en présentation, on avait un cours qui s'appelait énergie renouvelable, qu'on a décidé de supprimer parce qu'il n'était pas orienté génie civil, il était orienté vraiment procédé. Il y avait beaucoup d'électronique, il y avait beaucoup de transformation de puissance, et c'était en fait assez éloigné du cœur de notre formation. Aujourd'hui, le cœur de notre formation sur la production d'énergie est quand même orienté centrale nucléaire, offshore, que ça couvre le renouvelable ou pas, et l'hydraulique qui est du renouvelable. Après, vous avez quand même un cours sur l'énergie, qui est un cours général, qui va vous montrer la problématique générale énergétique. Mais aujourd'hui, sur les méthodes alternatives, le solaire, il y a assez peu de génie civil, vous en rendrez compte, à proprement parler, en tout cas techniquement. L'éolien, on va le traiter à travers les fondations et l'offshore. Et après le stockage, soit c'est de la batterie et c'est du chimique, soit c'est du STEP, c'est-à-dire du barrage qu'on recharge, et là vous allez le voir dans le barrage. Alors je parle beaucoup, hein, mais n'hésitez pas, je le redis, à poser des questions à Simon et Karen. Pour quelqu'un ayant un diplôme en génie civil à l'étranger, est-il possible d'intégrer ce master, ou c'est plutôt recommandé de faire un M2 en France? Non, c'est tout à fait possible. C'est le cas de Karen, même si elle a fait une année d'échange, c'est son cas. Et c'est le cas de, je dirais, les 2/3, ouais, on va dire sur l'ensemble de nos étudiants étrangers, les 2/3 ont étudié uniquement à l'étranger. Ah, je vois que je vais trop vite sur la réponse aux questions. Donc vous avez l'air fertile en questions, donc on en profite, hein, là pour en répondre à un maximum. Alors, quelle est la date de la rentrée? Ce sera, c'est pas encore fixé. Et traditionnellement, c'est tout début septembre. Donc, il faut prévoir d'être sur Paris, surtout pour ceux qui viennent de l'étranger, fin août, pour que vous ayez le temps de faire les démarches administratives, que vous ayez le temps de prendre vos marques, de trouver votre logement, de vous installer. Donc, on vous recommande d'être là dans les derniers jours d'août, parce que la rentrée est souvent dans les tout premiers jours de septembre. Commencer la formation avec 2 ou 3 semaines de remise à niveau, en tout cas des semaines qu'on va dire collectives, pour refaire un petit tour d'horizon sur les fondamentaux. Et donc c'est l'occasion de vous connaître et puis de remettre un petit peu un niveau commun, puisque vous avez tous quand même des cursus ou des spécialités un peu différentes. Une question sur la visite d'entreprise et des conférences prévues. Alors, la visite d'entreprise, on en fait assez peu. On a plutôt tendance, alors entreprise, voilà, aller visiter les bureaux de Tractebel ou les bureaux d'Eiffage, pas voir des gens derrière des ordinateurs avec des plans. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Donc c'est intéressant, mais c'est peut-être pas très parlant. Alors qu'on essaie plutôt, quitte à vous emmener voir plutôt des chantiers ou des projets.
Et les conférences, en fait, on n'en a pas spécifiquement de prévues, mais quand l'opportunité se présente, on vous en fait bénéficier. Cette année, par exemple, on a profité d'une journée de conférence par la Société française d'énergie nucléaire sur le risque sismique, comment on évalue le risque et comment on le prend en compte dans les structures. Donc c'était une journée d'inscription où les étudiants ont assisté à des conférences d'experts nationaux. Et puis, alors visite d'entreprise, on a fait une journée cette année proposée par EDF et le CEA qui s'appelait Learning Expedition, dont vous verrez sans doute la vidéo qui va sortir dans les prochains jours. On allait visiter la R&D d'EDF et la R&D du CEA sur le plateau de Saclay. Donc ça permet de voir les sujets sur lesquels travaille EDF. Et là, c'est pas spécialisé génie civil, ça touchait aussi des scopes d'innovation sur les réacteurs et d'innovation sur la transformation digitale. Quelle est la valeur de ce MS par rapport aux diplômes nationaux français? Autrement, est-ce que l'entité d'un diplôme étatique? Oui, l'équivalent aujourd'hui c'est considéré comme un bac plus 6. Est-ce que c'est un diplôme étatique? Non, c'est pas un diplôme. Alors ça, je vais pas. C'est un terrain sur lequel je suis moins calé. C'est reconnu comme un master spécialisé. C'est reconnu comme un diplôme de la conférence des grandes écoles. C'est un diplôme qui, quand vous êtes étranger, vous permet d'avoir un visa qui vous permet de continuer à travailler en France par la suite. Donc ça, c'est, je pense, des points très importants. Alors comment est-il valorisé par rapport aux autres diplômes nationaux français? C'est toujours difficile à dire. En général, ça vous confère un plus par rapport au diplôme national que vous avez pu obtenir. Donc les entreprises qui, si vous avez fait telle école, avez fait le master spécialisé, vont peut-être à l'embauche vous donner un peu plus d'argent. Mais surtout, je pense que c'est pas là que se passe le débat. Je pense que le débat de la reconnaissance, c'est que ce diplôme, il est reconnu par les entreprises qui contribuent et qui rayonnent dans ce domaine. Donc vous allez avoir des opportunités dans ces entreprises que vous n'auriez pas avec un diplôme national simple, même aussi coté qu'il l'est comme le STP, hein, qui est quand même un diplôme de génie civil plus que reconnu en France. Vous n'allez pas forcément avoir accès à ces entreprises hyper spécialisées. Et puis je pense surtout, ce qu'ont expliqué Karen et Simon, vous n'allez pas avoir le même démarrage dans l'entreprise. Là où vous êtes tout de suite opérationnel, vous connaissez les sujets. Cette année d'enseignement, elle vous donne des compétences et un démarrage qui n'est pas du tout le même. Est-ce qu'on aide les... Alors la dernière question, et il va falloir bien clôturer cette web conférence, j'espère qu'on vous en serait satisfait, mais la dernière question, est-ce que vous assistez les étudiants étrangers à trouver des logements? Oui, on les aide, mais on les aide uniquement à travers les logements que peuvent proposer les écoles, surtout côté École des Ponts, soit la résidence Meunier à Champs-sur-Marne ou la résidence de la Maison des Mines près de Paris, dans le 6e arrondissement. Donc on va rendre l'antenne, hein, on va clôturer cette webconférence. Moi j'en profite pour remercier beaucoup Karen et Simon pour leur témoignage. Je pense que c'est l'élément qui a le plus de valeur. On a essayé aussi de répondre à toutes vos questions aussi honnêtement que possible et puis aussi directement que possible. Si vous en avez encore, s'il y en a certaines auxquelles on n'a pas répondu, vous avez les contacts info GCGE, vous avez le contact avec Solène Touché pour votre dossier. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra autant que possible. Je remercie aussi Gaël Perrard, Océane et Stéphanie côté École des Ponts et puis Samir pour la logistique, pour avoir rendu ça possible. C'est une première, on a même fait intervenir quelqu'un depuis Toulouse, on remercie encore Simon. Je vous souhaite bonne réflexion dans votre projet professionnel, c'est ça qui prime, et j'espère retrouver vos dossiers bientôt sur la plateforme en ligne. Merci à tous, au revoir.